Bonjour à toutes et à tous, c'est Nodar. Aujourd'hui nous présentons une vidéo histoire, nouvelle vidéo sur l'architecture et en particulier sur la cathédrale de Strasbourg. Celle-ci, dans cette vidéo nous allons parler en deux parties. Première partie dans l'évolution de la construction de la cathédrale à travers les siècles, avec tous les architectes, les changements de style. Et après, on partira un peu plus dans les détails architecturaux, les petits éléments à voir, et tout simplement à regarder, qui sont assez intéressants. Bonne vidéo. Bon, la cathédrale donc de Notre-Dame de Strasbourg a traversé donc une des longues périodes entre 1100, le début de sa construction, jusqu'à 1468, la fin de sa construction. Elle a rencontré des dizaines d'architectes, des évêques, des évêchés, et aussi elle a eu un grand soutien de la part de certains empires, notamment l'empire germanique, enfin l'empire romain germanique, ou germanique si on préfère, et après l'empire germain si on préfère. Donc entre 1148 et cette cathédrale a été construite entre 1015 et 1048. C'était au départ une cathédrale donc type romane, ottonienne. Elle a été construite par l'évêché de Strasbourg, donc Werner, qui, grâce à ses connaissances en géométrie, a pu construire donc une véritable église. L'édification de la cathédrale a été faite par lui-même, par lui-même, et aussi bien sûr les ouvriers, mais je veux dire que c'est selon ses plans à lui. Ensuite, entre 1180 et 1235, l'évolution de cette cathédrale, avec l'apparition du style gothique, un style gothique qui va évoluer, puisqu'on a du gothique basique pour commencer, avec quand même de nouvelles ouvertures, des grandes ouvertures, comparé aux romanes qui étaient très fermées, l'installation de vitraux, comment ça s'appelle ? La cathédrale se voit coiffée par un grand dôme, un petit peu inspiré de la cathédrale de Worms. L'ensemble de la construction, elle, est financée par Frédéric I de Barberousse, puis Henri IV, et ensuite Frédéric II. L'architecte du transept nord, lui, elle nous a fait apparaître donc le style gothique dans toute sa puissance, en faisant apparaître notamment de grands vitraux et en aérant du coup l'entièreté de la cathédrale. Entre 1235 et 1275 s'entame la construction de la nef, qui est d'un autre style gothique, du gothique rayonnant. Ce gothique se reconnaît notamment avec de grandes verrières, de grands vitraux. Cette nef construite était l'une des plus grandes en Europe, 32 mètres de hauteur, pour une portée entre les deux murs de 36 mètres. Attention, je parle pas en portée de pont, je dis juste la salle fait 36 mètres de large. La construction s'est faite en 3 étapes. D'abord en construisant notamment les travées par section, c'est-à-dire que le chantier s'est fait travée après travée, mais il y avait un certain programme, donc c'était très bien organisé, un chantier très bien organisé. Il apparaît aussi un très beau jubé, malheureusement qui n'existe plus de nos jours. Seules ces sculptures sont conservées au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. En 1275 apparaît commence aussi la construction du massif occidental de la tour et la construction de la tour sud.
L'architecture du massif est donc du style rayonnant, mais plutôt imposant. Très imposant. C'est un bâtiment quand même assez technique. On y retrouve 3 grands portails, très décorés. Je rappelle que l'entièreté de la cathédrale est composée de plusieurs grès qui viennent aussi bien des Vosges que du bord du Rhin. L'étage de la Grande Rose, comme dit son nom, est complètement repensé. À l'intérieur, on a une structure en bois pour supporter notamment les chocs des cloches. Entre 1340 et 1371, le massif provisoire est terminé, on peut le dire, et est construit par la suite la petite chapelle Sainte-Catherine qui bordera donc la cathédrale, qui va être très élancée vers les hauteurs, avec des voûtes très fines, des murs aussi très fins justement. Malheureusement, ces voûtes vont être remplacées parce qu'elles ont été victimes d'un orage, la foudre ayant fait effondrer certaines de ces voûtes. Les vitraux de la chapelle ont été faits par le peintre verrier Johann de Kirchem. Voilà. Par la suite, entre 1371 et 1399, est construit un beffroi. Ce beffroi va accueillir une gigantesque cloche. Pour la construction de ce grand beffroi, ça va rassembler 3 architectes, Maître Conrad, Maître Michel de Fribourg et Maître Claus de l'Or. Chacun qui vont agir dans différentes dates, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir 3 architectes en même temps, mais sur des périodes séparées. Et le tout sera orchestré par le maître d'œuvre Ulrich Deistein. Entre 1399 et 1419, s'entame la construction d'une des plus grandes œuvres de la cathédrale, la construction de la haute tour. Encore plus allégée, de forme octogonale, elle va, dans la ville de Strasbourg, vraiment dominer le ciel. Tout ça sera possible grâce à Ulrich Inzigen. Par Ulrich Inzigen, la tour aura une forme octogonale. Sur les côtés, il y aura 4 escaliers en vis qui permettront de l'accès. Elle sera quand même très élancée, très fine, mais elle demeurera par contre le toit du monde pendant un certain temps, avec ses 142 mètres de haut, mais Cologne la dépassera. Entre 1419 et 1439 est construite la Grande Flèche, qui donc clouera la fin de la construction de la cathédrale. Ensuite, donc nous allons parler dans les détails. Donc ici, vous voyez représenter un élément du portail d'un des 2 transepts. J'ai pas fait réellement attention. Et c'est juste pour vous montrer la finesse qu'il y a dans ce décor. Sachant que la pierre qui compose, c'est du grès, très sensible. On peut obtenir vraiment du détail exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Sur l'autre transept, on peut donc voir, notamment voir vraiment la finesse qu'il y a, avec un grand couronnement autour de la porte, 2 pinacles, des sculptures très fines. On voit aussi qu'il n'y a pas forcément le même matériau qui couvre partout, parce qu'il y a des croisements de roches. Voilà. Ensuite derrière, donc on voit après beaucoup de détails. C'est simple, c'est que le grès permet de vraiment façonner n'importe quoi, d'avoir beaucoup de détails, faire de petits reliefs. Rien que la façade est déjà magnifique elle-même, à elle toute seule. On voit qu'elle est très élancée vers le ciel. Vous avez beaucoup de finesse, des belles colonnes, c'est magnifique. Même l'intérieur, le mobilier intérieur, avec des beaux autels en marbre, bien coiffés, avec du marbre, du granit,
Et en plus, c'est dans son jeu, c'est-à-dire qu'on est... le grès va très bien avec ces matériaux, et ça le met plus en valeur, je trouve. On a plein de petits éléments, tels que aussi comment ça s'appelle, des petits piliers, par exemple, des petits piliers qui donnent tout leur charme à l'église, qui montrent aussi la trace quand même du passé. Voilà, tout simplement, c'est une trace du passé. Vous voyez quand même que le gothique était très présent quand même à cette époque, c'était vraiment nouveau, on l'appliquait partout. Ouais. C'était pas des murs plats nets, on voulait vraiment du relief. Et elle est magnifique sur ce point-là. Après là, par exemple, avec les feuilles de palme aussi, on a une preuve, par exemple, que le grès est quand même fragile, quoi qu'il arrive. C'est du sable, hein. C'est du sable solidifié, le grès, qui a subi une grosse pression, mais qui est très présent surtout au bord des grands fleuves, qui ramenaient beaucoup d'alluvions, justement. Et vous avez très peu de cailloux, en fait. Et on peut remarquer notamment aussi les réparations très facilement. Voilà, parce qu'il absorbe beaucoup la poussière aussi, grâce à ces petits trous. Mais on pouvait vraiment faire de belles sculptures dans le détail. On pouvait refaire des arbres à cette époque très facilement avec des feuillages très précis, des statuettes exceptionnelles. Sur beaucoup de façades, et notamment quelques portails, on peut distinguer quelques membres, quelques architectes qui ont participé à la construction de ces églises, enfin de ces parties de cette grande cathédrale. Voilà tout. Merci pour avoir visionné la vidéo. Je vous conseille de vous abonner. Je pense qu'il y aura une autre vidéo histoire qui risque de sortir bien plus tard. Sachant que ça me demande quand même beaucoup de travail. Et voilà. Merci à vous et à bientôt.